Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les candidats à l'élection présidentielle mauritanienne battent campagne. Ils se mobilisent pour remporter la victoire face au favori et président sortant Mohamed Ould Abdelaziz. En Centrafrique, la ville de Bambari concentre une bonne partie des enjeux du moment. Les rebelles de la Séléka veulent y installer leur base militaire, ce que refuse le gouvernement. Et en Guinée, la société civile se mobilise pour la préservation de l'environnement. Nous verrons que l'ONG Sauvons l'environnement sensibilise ainsi l'opinion publique sur les méfaits de sa détérioration. La campagne électorale pour la présidentielle mauritanienne du 21 juin a officiellement débuté ce vendredi. 5 candidats sont en lice pour ce scrutin boycotté par plusieurs partis de l'opposition. Ils ont 14 jours et 15 nuits pour battre campagne. Reportage de Franck Noudofinin, notre correspondant en Mauritanie. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi à minuit que tous les partis engagés dans la course à la présidentielle mauritanienne se sont lancés dans la campagne électorale. 3 des 5 candidats au scrutin ont choisi la ville de Nouakchott pour ouvrir officiellement la campagne. Le parti au pouvoir, conduit par son candidat, l'actuel président Mohamed Ould Abdelaziz, a ouvert sa campagne bien loin à Kaïdi, à 400 km de la capitale. Mais ces militants de la ville de Nouakchott ont marqué l'événement par l'organisation de meetings et d'événements divers. Nous sommes confiants à 100%, mais comme on dit, un combat n'est jamais gagné avant de l'avoir livré. Nous allons battre campagne, nous allons convaincre les citoyens de voter pour notre candidat en espérant pouvoir passer dès le premier tour avec un score extrêmement honorable. Le candidat du parti El William Boydjel Ould Oumed, lui, a ouvert sa campagne dans la ville de Nouakchott devant ses militants venus nombreux l'encourager. C'est un candidat cohérent, juste et clair, concis par rapport à son programme et ses points de vue. Donc c'est ça que nous comptons vivre, essayer de rentrer partout en Mauritanie, de Ndiago à Vassala, de Birmogren à Kabou, pour pouvoir encadrer tous les Mauritaniens, pour qu'ils votent à notre candidat, le président Bodjoul Houmaï. Au centre-ville de la capitale, le candidat de l'IRA, Biram Ould Abeid, a également ouvert sa campagne électorale vendredi. Sa cible, la jeunesse et les populations pauvres. Son thème, la lutte contre toutes les formes d'esclavage en Mauritanie. C'est une candidature de rupture avec le système de la prédation des droits de l'homme. C'est une candidature de rupture avec les formes d'esclavage modernes dans les mines, dans les usines, dans les ports, dans tous les domaines. Met Moulay Idriss, la seule femme présente dans la course à la présidentielle, était également à Nouakchott pour ouvrir la campagne devant ses militants. Le candidat de l'Alliance pour la justice et la démocratie, Ibrahim Assar, lui, a ouvert sa campagne dans la ville minière de Zouérat au nord du pays. Les 5 prétendants au fauteuil présidentiel ont donc 2 semaines pour convaincre les électeurs mauritaniens. Rappelons qu'une partie de l'opposition réunie au sein du Forum national pour la démocratie et l'unité ne participe pas au scrutin. Au Nigeria, le bilan des dernières attaques du groupe islamiste de Boko Haram est lourd. La recrudescence des violences au nord-est du pays aurait fait 100 victimes. Boko Haram continue de mener des assauts contre des villages dans l'état de Borno, où sont pourtant déployés 20 000 soldats nigérians. De nombreux habitants sont actuellement retranchés dans les montagnes de Mandara ainsi qu'au Cameroun. En Centrafrique, les ex-Séléka veulent installer leur base militaire à Bambari, une opération que dénoncent les autorités qui accusent le groupe rebelle de vouloir faire main basse sur les richesses du pays. Les explications de Florencia Sampori. Encore un bras de fer en vue entre le gouvernement centrafricain et l'ex-groupe rebelle Séléka. L'ex-coalition militaire a en effet pris la décision unilatérale d'installer une base militaire dans la ville de Bambari, située au cœur de la République centrafricaine. Les autorités accusent le groupe rebelle de vouloir instaurer une autorité militaire parallèle, dangereuse pour l'unité du pays. Aujourd'hui, on nous parle de l'installation dans la ville de Bambari d'un état-major et de l'occupation des services de l'État par des forces irrégulières. Ces actes ne sont rien d'autre qu'une tentative de division du pays afin de faire main basse sur ses richesses. L'annonce du retour de l'ancien groupe rebelle a fait l'effet d'une bombe ici. Les habitants de la ville de Bambari comme Abou Nikez se disent tous préoccupés par cette nouvelle. Je trouve anormal, c'est une situation inadmissible. Dans un pays, on ne peut pas avoir 2 états-majors. Ça, c'est pas normal.
Les Séléka, bon, voilà, ils ont affirmé leur volonté de ramener la paix dans le pays, mais ce n'est pas le cas. Ce que nous vivons en ce moment, c'est vraiment le paradoxe. L'Organisation des Nations Unies a également rejoint les appels de la société civile et du gouvernement aux ex-Séléka à reconnaître sans détour l'autorité de l'État. Nous sommes là, communauté internationale, pour aider à ce que ces volontés-là s'expriment à travers des processus. Et c'est pour ça que j'ai appelé tout à l'heure les anti-Balaka à déposer les armes, les Séléka à reconnaître l'autorité de l'État et à s'engager en direction du développement. Donc, c'est possible. La sécurité, le retour à la stabilité et à la paix est au bout du chemin. Et le chemin est difficile, il faut le reconnaître. Parallèlement, le gouvernement intérimaire conduit par Catherine Samba-Panza et près de 8000 soldats de l'Union africaine et de soldats français poursuivent encore la lutte pour contenir les violences qui font rage à Bangui, la capitale centrafricaine. Après la Guinée et le Libéria, c'est au tour de la Sierra Leone, un autre pays d'Afrique de l'Ouest, d'être touché par l'épidémie de la fièvre Ebola. Ces contaminations pourraient s'expliquer par la géographie. L'est de la Sierra Leone est frontalier du sud de la Guinée, épicentre d'une épidémie de fièvre hémorragique en partie due au virus Ebola. Les précisions de Fanny Mounichi. Le premier cas de fièvre Ebola a été détecté le 26 mai dernier en Sierra Leone. Depuis, le pays a renforcé la surveillance au niveau de sa frontière avec la Guinée, où le virus a déjà fait près de 200 victimes. Plusieurs mesures d'urgence ont été prises pour limiter la propagation, notamment concernant l'alimentation. Je fais ce que je peux pour éviter la maladie. J'ai arrêté de manger de la viande issue de la chasse, ainsi que certains aliments vendus dans la rue. J'ai arrêté d'en manger. Les autorités sierra-léonaises misent avant tout sur la prévention. Aucune restriction de voyage n'a d'ailleurs été mise en place. Priorité est faite à la sensibilisation des populations sur l'observation des mesures d'hygiène. Partout dans les districts du pays, les médecins continuent à sensibiliser activement les membres de la communauté pour qu'ils connaissent les facteurs de risque d'Ebola. Nous avons repositionné les équipements de protection personnelle dans tous les grands établissements de santé du pays et plus particulièrement à l'épicentre. La Sierra Leone est confrontée au virus Ebola pour la première fois de son histoire. Dernier bilan du ministère de la Santé, 3 nouveaux cas confirmés et 10 nouveaux cas suspects. Dans le reste de l'actualité, lancement du programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique au Bénin. Il a pour vocation de réduire à l'horizon 2017 le déficit énergétique des campus universitaires d'Abomey, Calavi, de Parakou et de Porto Novo. Ce programme prévoit par ailleurs le remplacement de lampadaires plus économiques permettant d'économiser environ 900 000 kilowatts par an. Et focus sur l'environnement en Guinée, le collectif Sauvons l'environnement sensibilise les populations à la sauvegarde et à la protection de l'environnement. Des actions sont menées, nous allons le voir avec le reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. À Kindia, une des villes de l'intérieur de la Guinée, des jeunes tentent de restaurer la rivière Toro, menacée de disparition. L'occasion d'encourager l'action publique et l'engagement de chacun quant à la préservation de l'environnement. Dans cette localité de la Basse-Guinée, comme dans la quasi-totalité des villes du pays, la dégradation de l'environnement reste un défi à relever par les autorités. Ce programme de reboisement de la rivière Toro est exécuté avec les populations riveraines. Avant cette rivière, il y avait de la pirogue dessus. Mais aujourd'hui, vous voyez la quantité d'eau qui traverse. Et la population riveraine avait abandonné leur concession par inondation. Chaque année, il y avait des inondations. Il y a même eu des cas de perte en vies humaines. Depuis 2010, plusieurs activités de reboisement et de sensibilisation des communautés sont initiées par cette jeune organisation dans des villes de l'intérieur du pays comme l'Elouma et Guékédou. Pendant que les Nations Unies appellent l'opinion mondiale à protéger l'environnement, en Guinée, des études démontrent que la pauvreté des populations est à l'origine de la dégradation poussée de l'environnement par la coupe abusive du bois, par exemple. Si vous voyez que l'inondation et la sécheresse sèment la désolation au niveau des paisibles populations, parce que nous coupons le bois de chauffe et le bois aussi pour les fours à briques. Alors, pour éviter cela, il faut des mesures d'accompagnement. Ces mesures d'accompagnement, c'est quoi? Il faut mettre à disposition de la population le gaz butane, pour non seulement la cuisine, mais aussi pour d'autres fins utiles. Donc, chose qui nous permettra aujourd'hui d'arrêter la coupe du bois pour éviter
des cas pareils de dégradation de l'environnement. La majorité des Guinéens vivent avec moins d'$1 par jour. Avec le coût jugé assez élevé de la bouteille de gaz estimé à environ 50 €, l'accès des foyers au gaz reste difficile. Un projet de production de bouteilles de gaz en Guinée est en étude au niveau du gouvernement afin de permettre aux ménages d'exploiter le gaz butane en lieu et place du charbon de bois utilisé dans la plupart des foyers guinéens. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.